la perte de mémoire, c'était un rêve. Il y a vraiment plein de twists qui sont éculés, quoi, et que je retrouve tout le temps dans les manuscrits qu'on reçoit, quoi. On a 2 histoires parallèles, une avec Siana, qui est une journaliste d'investigation qui se retrouve, malgré elle, impliquée dans une série de meurtres ritualisés, on va dire, très très macabres, surtout le premier, parce qu'on retrouve sur le cadavre un collier avec un médaillon et avec la photo de Siana dessus. Et il se trouve que ce médaillon-là, c'est un collier qu'elle a offert à sa sœur jumelle qui est morte il y a près d'1 an avant dans un accident d'hélicoptère. Et voilà, du coup, c'est très étrange puisque elle se rappelle très bien lui avoir offert ce collier pour qu'elle parte faire ce qu'elle a à faire 1 an auparavant. Donc voilà, il y a déjà un mystère là-dessus. Et ensuite, on a une autre histoire parallèle avec une femme qui n'est pas nommée et qui va vivre un périple survivaliste, je dirais. Elle est vraiment dans un coin perdue dans le monde, elle ne sait même pas où elle est dans le monde, et elle va essayer de survivre, voilà, retrouver en quelque sorte la civilisation et pourquoi pas essayer de rentrer chez elle. Évidemment que ces 2 histoires vont se rejoindre, je ne vous dis pas comment. Est-ce que tu fais un tatouage à chacune de tes sorties littéraires? Demande ta page autour des pages. Non, mais ça y est, maintenant j'ai envie d'avoir. Ça peut être une idée. Hein. Cette idée, j'en fais plein des tatous pour plein de raisons complètement débiles des fois, mais c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Tu vas faire un flocon de neige pour rien que le froid. Ouais, mais c'est génial en fait. Bah, c'est bon, hein. Là vous pouvez marquer d'une pierre blanche. À partir de maintenant, à chaque bouquin que je sors, je fais un tatouage en rapport. Je suis bête, j'ai jamais pensé à ça. Si tu devais présenter Siana aux personnes qui nous écoutent, tu dirais quoi d'elle? Elle a quelques casquettes aussi, pour le coup. Comment on pourrait la présenter? C'est un personnage fort. Moi, je l'ai bien aimé. Ouais, oui, c'est un personnage fort. Elle a des valeurs qu'elle défend. Elle est journaliste d'investigation, donc forcément, elle va gratter là où ça pique un peu. Du coup, et elle lâche pas, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui lâche pas. Et comme je disais, elle a une blessure puisque malheureusement, elle a perdu sa sœur et qui plus est sa sœur jumelle monozygote. Donc c'est quelqu'un, elle est très sensible mais très forte en même temps. Et c'est ce que je voulais un peu écrire aussi. Voilà, comment une femme dans un milieu comme ça du journalisme d'investigation fait quand elle perd un peu son miroir, quoi. Ça doit être assez étrange. Donc j'ai voulu explorer ça avec ce personnage-là. Je crois que j'ai plus envie d'écrire, voilà, quand on parlait de l'avenir du thriller, j'ai plus trop envie d'écrire des policiers, des gendarmes qui font les enquêtes. Je préfère les personnages un peu autour de ça. Mais je voulais quand même rester dans le genre, dans le thème, parce que ça me plaît. Donc il y a une enquête, comme tu dis, mais il y a son enquête à elle, et ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et dans ce livre, alors il y a un collier plutôt glauque au cou de la victime. Est-ce que tu te fixes des limites morales dans la violence que tu décris? On est dans le thriller polar. Est-ce que tu as des limites dans la... Non. Alors moi, l'art, quel qu'il soit, j'étais musicien avant. C'est vraiment un exutoire, c'est un besoin. Tout le monde en a besoin. Et je trouve que justement, si on se met des limites dans notre art ou dans l'art en général, c'est assez triste, quoi. Donc après, moi personnellement, je vais pas forcément dans le gore, c'est pas forcément ce qui m'amuse, c'est pas une limite, mais je préfère aller travailler des intrigues, perdre les lectrices et les lecteurs, ça c'est plus ça qui m'intéresse. Mais bon, c'est vrai qu'un petit collier d'oreille coupé, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, après tout. Mais est-ce que la fiction doit aller toujours plus loin dans l'horreur pour choquer peut-être les lecteurs d'aujourd'hui qui ont déjà tout vu? C'est un peu ce que disait Fabio Micheli, que tu connais bien, puisque il est chez l'Oiseau Noir avec notamment Cuisine du Diable qu'on avait reçu, n'hésitez pas à aller revoir.
Mais il disait, voilà, le public aujourd'hui, il est habitué à la violence, il a les codes, les parents laissent un peu plus regarder plein de choses. Quand tu écris, tu penses à ça aussi? Qu'il faut attirer l'attention de ce public-là, qui est plus habitué à la violence? Alors là, je vais aller dans le sens contraire, parce que en tant qu'éditeur, je vois aussi pas mal de choses se développer dans l'art et même dans la littérature. Il y a aussi le contraire, en fait. C'est assez étrange, c'est qu'il y a aussi, alors que ce monde est ultra violent, on a aussi une espèce de bulle de protection qui est en train de se mettre chez pas mal de lectrices et de lecteurs qui ne veulent pas plus être choqués, en fait. Et donc, il y a aussi ce pendant un peu, c'est un peu l'opposé, quoi. Il y a vraiment, voilà, avec par exemple des trigger warnings ou des choses comme ça, où on a un lectorat qui refuse des choses dont on l'aurait pas prévenu à l'avance, en fait. On va dire ça. Donc, après, personnellement, moi, je cherche pas à choquer, bien que ce soit un sentiment, une sensation, et moi, je cherche à provoquer des sentiments. Donc, pourquoi pas le choc? C'est pas forcément ma cuisine. C'est pour faire un petit parallèle avec Fabio. Mais oui, c'est important qu'on ait des sentiments et forts, si possible. Donc, le choc en fait partie, je trouve. Pour moi, la littérature, c'est un médium qui ne force pas, même si c'est très graphique, on va dire, dans la description, ça ne force pas des images comme le cinéma, par exemple. Un collier d'oreille, je le dis, tu l'imagines comme tu veux. Si tu n'as jamais vu une oreille découpée, ensanglantée, bah, ça te fera moins peur que quelqu'un qui l'aurait vu en vrai, par exemple. Donc, la littérature ne force pas les images. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge. Il y a peut-être âge conseillé pour comprendre, mais il n'y a pas d'âge de choc ou pas de choc. Pour moi, la littérature, c'est vraiment... je ne sais pas ce que tu lisais quand tu avais 9-10 ans, mais je pense que c'était peut-être pas de notre âge, entre guillemets. Hein. On compte plus de 2000 titres qui arrivent dans les rayons polars chaque année, avec, je précise, les traductions, les poches, les nouveautés, tout ça réuni, pas juste les nouveautés. Et c'est une véritable guerre de l'attention. Hein. En tant qu'éditeur, quand tu reçois un manuscrit, qu'est-ce qui prime aujourd'hui pour exister? L'Oiseau Noir, c'est donc une maison d'édition spécialisée dans le polar et le thriller qui a maintenant un peu plus de 10 ans, que j'ai fondée, qui a publié mes premiers écrits, et je suis allé tout de suite trouver une autrice écossaise, par exemple, voilà, je me rappelle, qui s'appelle C.S. Duffy. Donc on publie des Françaises et des Français et des autrices et auteurs étrangers en faisant de la traduction. Et voilà, je dirais qu'on est maintenant assez implanté depuis toutes ces années. J'espère qu'on sort un petit peu du lot, parce que on va chercher des textes qui sont forts, percutants, et qui ne laissent pas de marbre, voilà, les lectrices et les lecteurs. Et moi, quand je reçois un manuscrit, c'est presque la première phrase qui va je suis obsédé des premières phrases. Après, en tant qu'éditeur, on les change, et on va sur ce que j'espère être l'idéal. Mais en gros, c'est vraiment l'accroche, avec tout de suite un personnage fort, avec des enjeux très forts, et je veux être tout de suite dans l'histoire. Et voilà, il faut vraiment que ce soit percutant dès le début, quoi. Nous, on n'est pas sur des polars d'atmosphère qui prennent leur temps. Moi, j'adore ça, j'adore les page turners, les thrillers. En fait, on publie ce que moi j'aime. Voilà, c'est ça la ligne éditoriale. Et comme j'aime ce que pas mal de monde aime aussi, on devrait s'y retrouver assez facilement. Mais... C'est quoi la première phrase de Rien que le froid? Ah bah voilà, hein, tu vas normalement. Oui. Ah bah normalement, je sais plus ou moins ce que c'est, je crois. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis probablement morte. Bon, c'est pas mal. À ton avis, est-ce que le polar d'aujourd'hui, Florian, il se réinvente génialement ou il tourne en rond? Je pense que c'est totalement 50-50, parce que, comme tu le disais, pas en polar, mais il y a tout le monde littéraire est saturé en librairie.
Donc, ce qui veut dire que statistiquement, ça tourne en rond, forcément. Et en même temps, il y a tellement de titres qui sortent qu'il y a vraiment des pépites et des choses très, très originales. Donc, j'ai envie de te dire, les deux, mon capitaine. Briser les codes ou rester fidèle, mais le lecteur de Polar, lui, il est quand même un peu conservateur, j'ai l'impression parfois. Il aime ses petits rituels, son petit flic alcoolo, des choses comme ça. Ça change peut-être. Est-ce que casser les codes aujourd'hui, c'est pas un moyen de peut-être se planter commercialement en décevant ceux qui attendent d'avoir leurs petits ingrédients habituels? Eh bien, je trouve que tu as tout à fait raison. C'est pourquoi, et ça, c'est une méthode pour n'importe quel style, on va dire littéraire, ou même dans le cinéma. Et on a ce qu'on appelle des tropes. Donc, le flic alcoolo qui a perdu sa femme. Et le petit truc, en tant que moi, donc auteur, c'est de twister un petit peu à chaque fois ça. C'est-à-dire de donner un petit peu de la zone de confort. Moi, j'adore ça. J'adore retrouver justement ce flic, mais pas tout le temps. Tu vois, je me dis, j'aime bien mon petit flic alcoolo parce que voilà, c'est un peu ce que j'ai toujours lu, mais il va falloir m'amener autre chose. Et je pense que c'est là où le polar peut se réinventer tout le temps. C'est quand les autrices et les auteurs trouvent ce petit twist, et quand c'est bien fait, c'est très fort. Parce que justement, ça contente tout le monde. Et ça, c'est assez génial. Ouais. Est-ce que l'éditeur, en toi, censure parfois l'auteur? Est-ce que tu t'es déjà dit, alors cette idée, elle est géniale artistiquement, mais alors économiquement, c'est du suicide, je peux pas publier ça ni me lancer là-dedans. Est-ce que tes deux casquettes se font un peu la guerre par moment? On est vraiment nos pires censeurs, donc c'est même au-delà de savoir si c'est une idée va être commerciale ou ça va se planter. De toute façon, je pense qu'à chaque fois qu'on écrit une ligne, on trouve ça nul. Donc voilà. Après, en tant qu'éditeur, c'est assez frustrant parfois que le marché nous impose de vivre et de remplir le frigo, parce que c'est vrai que on aimerait parfois sortir un peu des trucs un peu fous, mais on se dit c'est pas pour moi, c'est pour j'espère que ça va trouver sa place chez un autre éditeur qui va le sortir, qui va lui donner sa chance, par exemple. On prend à chaque fois qu'on sort un livre, c'est un risque financier, mais c'est pour ça qu'on essaye en fait finalement d'avoir des succès. Pour avoir des succès financiers, ça permet de prendre plus de risques encore pour le titre d'après. Et c'est pour ça que parfois les lecteurs, les lectrices voient ça parfois d'un mauvais œil, mais quand tu as une grosse locomotive qui est très commerciale, finalement, si on a un bon éditeur derrière, ça va lui permettre de sortir des petites autrices, des petits auteurs, et prendre beaucoup plus de risques. Donc en fait, c'est bien. Voilà. Pour survivre, on voit aussi que le polar, il se mélange à tout, le social, l'historique, le fantastique. Est-ce que le roman noir pur et dur, à l'ancienne, c'est devenu une espèce en voie de disparition pour toi? J'ai un peu l'impression. Après, c'est comme tout, il y a des cycles, ça va sûrement revenir. Après, on a toujours des autrices et des auteurs assez phares qui restent, mais c'est vrai que c'est un peu moins évident dans notre société aujourd'hui, de l'immédiateté. Et, après, voilà, j'en suis le premier problème, puisque moi, j'aime les page-turners, j'aime les choses haletantes. J'aime aussi lire du roman noir très bien fait, mais c'est vrai que ça a du mal peut-être à garder sa place, quoi, je pense, dans un monde très rapide comme aujourd'hui. Quelle est la fausse bonne idée que tu vois passer tout le temps dans les manuscrits, que tu reçois et que tu refuses? Le truc que les jeunes auteurs pensent génial, mais qui est vraiment rédhibitoire en 2026. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient en tête? Il y en a plein. Il y en a plein. Allez, tu peux en avoir 2-3. Non, il y en a plein. Alors, il y a la perte de... Bon, alors, je vais peut-être être coupable, mais la perte de mémoire, c'était un rêve, il y a vraiment plein de twists qui sont éculés, quoi, et que je retrouve tout le temps dans les manuscrits qu'on reçoit, quoi, et comme je disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à le twister un peu et à faire une version un peu plus intéressante, malheureusement, c'est vraiment rédhibitoire. Et il y a un autre truc que je comprends pas, c'est vraiment
la mort, la mort du voisin, quoi. Ou voilà, je sais pas comment ça peut démarrer une histoire. On a souvent ça. La mort de la voix. Et c'est souvent un suicide, mais en fait, c'est pas un suicide. Je sais pas. Et c'est souvent ça. Bon, alors, je veux pas me moquer si vous avez écrit ça, loin de moi. C'est juste qu'on veut faire du mal à son voisin. Ouais, peut-être, je sais pas. Et c'est souvent. Et souvent, je dis, ouais, mais on s'en fout un petit peu, non Parce que si le voisin est mort, comment on va démarrer une histoire comme ça Enfin, voilà, il y a souvent ça. C'est assez drôle. On dit souvent 1 sur 4, 1 sur 5 livres vendus est un polar. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui, puisqu'on voit la romance, la fantasy qui monte? Ouais. Est-ce que ça s'essouffle un petit peu, cette croyance qu'on vend un polar sur 5 livres vendus? Non, ça reste quand même dans le top, mais par contre la romance vient tout écraser sur le passage. Faudrait qu'on regarde dans les autrices et les auteurs qui vendent le plus. Il y a Morgane Moncomble, je pense, dedans, donc romance. Alors Loïc qui nous dit la romance écrase beaucoup, mais McFadden compense pas mal. Ouais, une petite femme de ménage, prof et autres. Qui lit Freda McFadden? Des lectrices de romance principalement, et c'est grâce aux lectrices de romance, parce qu'il y a une romance dans La femme de ménage. Donc je dois faire mon aveu, je n'ai pas lu. Je peux pas te dire s'il y a une romance ou pas. S'il y a eu romance, et c'est pour ça que ça a cartonné, c'est les lectrices de romance qui sont venues s'emparer d'un genre et qui ont poussé au nu ce titre. Donc c'est la romance pour l'instant qui écrase tout sur son passage, c'est sûr. Et Julie qui, en mode édition, auto-édition, franchement Florian, pourquoi s'embêter à chercher un éditeur en 2026? Est-ce qu'il vaut mieux pas s'auto-éditer et garder ses droits plutôt que de galérer avec ses 8%? Tu sers à quoi concrètement aujourd'hui en tant qu'éditeur? Je sers à avoir du recul. Quand je vois tout ce qui est fait en auto-édition, il y a des très bonnes choses, mais c'est sûr et certain qu'avec du recul et avec un éditeur, après, un bon éditeur, hein, il y a des très mauvais livres qui sont édités, qui sont des maisons d'édition, mais non, je pense que c'est vraiment hyper important. On s'en rend pas compte, mais on est très très mauvais juge de soi-même, et l'éditeur, c'est le premier lecteur. Donc c'est très très important, un éditeur. Alors, après, la question des droits, ça c'est encore autre chose. Mais non, c'est vachement important. Après, l'auto-édition, c'est génial aussi. Hein. C'est une super aventure, c'est beaucoup d'énergie. Mais pour la question du texte en lui-même, je pense que c'est vachement important. Plus il y a de cerveau sur une même chose, mieux c'est normalement. Est-ce que c'est aujourd'hui une nécessité d'avoir, par exemple, 10 000 abonnés sur TikTok ou autre avant d'envoyer son manuscrit? Est-ce qu'on regarde la popularité des gens qui envoient? Question annexe, est-ce que tu reçois beaucoup de manuscrits avec l'Oiseau Noir édition? Demande Marc. Oui, je réponds à Marc du coup, et après je rebondis sur l'autre question. Oui, énormément de manuscrits pour une petite maison d'édition. Je trouve que c'est assez énorme, c'est des centaines par mois. Hein. Donc c'est tous les jours, il y en a 3-4 quasiment, le week-end un peu plus. Et quand on regarde les autrices et les auteurs qui ils sont, et c'est vrai que quand tu as un auteur ou une autrice qui a 10 000 abonnés, on regarde pourquoi, et forcément on se dit que cette personne-là, quand elle va sortir son livre, va toucher peut-être un peu plus de public, mais bon, c'est pas forcément... c'est un petit plus, voilà, dans nos têtes, on se dit, ah tiens, c'est pas anecdotique, mais on se dit, ah, beaucoup d'abonnés, ok, d'accord, pourquoi c'est sympa, quoi, là, c'est un petit truc. On n'a pas beaucoup de temps, et moi, quand je reçois un email, j'ai pas vraiment, à la limite, qui vous êtes, il y a peu d'importance. Le pitch, en une phrase, c'est avec votre texte que je veux être attiré. Après, c'est sympa de mettre les formes, pourquoi pas, mais on perd du temps, entre guillemets. Moi, c'est tout de suite le texte que je veux, parce que si on a une super mise en forme et il y a un hologramme de l'autrice qui nous présente son livre, et que derrière, c'est pas quelque chose qu'on va publier, c'est un peu dommage.
direct droit dans le texte. C'est le texte qui parle, normalement. Ceux que tu gardes pas, est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'on leur dit pourquoi on n'a pas gardé chez l'Oiseau Alors, Noir? ça dépend. Au début, on le faisait parce qu'on n'avait pas trop de manuscrits. Et à force d'avoir des manuscrits, moi, j'essayais de faire des retours. Et c'est très, très long, très chronophage. Et je suis vraiment désolé pour toutes celles et ceux. Donc maintenant, on dit, si vous n'avez pas de réponse au bout de 6 mois, bah, considérez que c'est un refus. Je sais, c'est un peu horrible. Mais vraiment, c'est surtout que souvent, ça engage une conversation. Et là, on s'en sort plus, quoi. Vraiment, vous imaginez bien qu'avec des centaines de manuscrits, on ne peut pas écrire à tout le monde. Mais parfois, quand on sent qu'il manque un tout petit truc, et surtout, moi, je veux jamais décourager personne. Donc, c'est peut-être mieux de rester silencieux, mais des fois, quand je vois qu'il y a quelque chose qui peut être fait avec un peu d'expérience, un peu de conseils, bah, voilà, je mets un petit mot d'encouragement. Voilà. Si vous n'avez pas de réponse, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut juste dire que c'est pas pour nous. Voilà. Tu me disais que tu lis pas les critiques sur tes propres livres. Ouais, alors. C'est quoi la raison derrière? Ouais, alors, ok, je vais faire un aveu et je suis vraiment désolé pour toutes les personnes qui mettent des bons avis. Ça me fait très très plaisir, mais en fait, depuis le début, depuis que j'écris, en fait, à chaque fois que j'avais une mauvaise critique, je suis quand même quelqu'un de très sensible et d'autres diraient hypersensible. Et quand j'avais une mauvaise critique, j'avais une boule dans le ventre toute la journée. Ça me foirait ma journée et j'arrivais pas à écrire en fait. Et en fait, ma copine, elle m'a dit, bah, tu sais quoi, ne lis plus les critiques. C'est comme voilà, débrancher la prise. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais lu aucun avis. Alors, je tombe dessus de temps en temps sur les réseaux. Je vois, en général, elles sont plutôt bonnes, donc ça me fait plaisir. Alors, les bonnes critiques me font vraiment énormément plaisir. Et c'est pas que je fuis l'un ou l'autre. C'est que, comment expliquer, le livre, c'est un travail de... Je développe un petit peu parce que c'est important. Le livre, c'est un travail de mois, parfois d'années. Vous voyez bien, là, il est parti chez l'imprimeur, il est écrit, c'est terminé. J'ai bossé, il y a eu plusieurs passes d'édition, il y a eu de la correction. Il est fini le livre. Quand vous me dites qu'il est bien, je suis très heureux et c'est pour ça que je le fais. J'ai envie de rendre les gens heureux. Mais si on me dit que c'est pas bien, qu'il est comme ci, comme ça, qu'est-ce que je peux y faire en fait? C'est fini. Il est gravé dans le marbre. Donc même pour les avis positifs, c'est super. Mais voilà. C'est à vous, c'est pour vous maintenant. À moi, qu'est-ce que ça peut me faire à part me foutre une boule dans le ventre et que j'arrive pas à écrire. Donc voilà, vraiment, quand je passe sur des pages Babelio, Amazon ou autres, je regarde pas du tout. Je fais comme ça. Donc désolé pour ceux qui prennent du temps, mais c'est important pour les autres surtout. Sinon, c'est un truc d'ego, quoi. Je vais me flatter moi en regardant les bonnes critiques et je vais être pas content avec les mauvaises. Je préfère que ce soit pour moi, c'est pour les lecteurs et les lectrices, pour qu'ils se fassent une opinion avant de lire, quoi. Voilà. Les livres chez l'Oiseau Noir sont magnifiques, avec les tranches colorées, alias le jaspage, mais ça doit coûter une fortune. Question 1, combien ça coûte? Et est-ce que vous voyez vraiment les ventes augmenter grâce à ça? Ou est-ce que c'est juste pour faire joli sur Instagram et qu'au final, ça n'a pas un impact énorme depuis que vous le faites par rapport aux livres qui sont sortis par le passé et pour lesquels il n'y avait pas encore ce jaspage? Combien ça coûte, si on peut avoir une idée? Parce que ça a l'air d'être comme de l'artisanat et on se dit ça va être cher ça. Et souvent, cher. Voilà. Est-ce qu'il y a un vrai impact? La double question de Valérie. Alors, je dirais que c'est un petit peu compliqué. Pour l'impact, c'est un peu compliqué à mesurer. Moi, j'ai le sentiment que oui, parce qu'on est vraiment les seuls en polar, en thriller, à mettre du jaspage sur absolument toute notre sortie. Et c'est pas des collectors, c'est vraiment toutes nos sorties. Il y a du jaspage. Et donc, c'était évidemment pour se démarquer aussi bien sur Instagram qu'en librairie. J'ai pas mal de libraires qui me disent un peu, pas le contraire, mais qui disent bon, les lecteurs de polar et thriller, ils s'en foutent un petit peu.
Mais nous, on veut aller chercher aussi un lectorat qui aime ça, voilà, qui lit de la fantasy ou de la romance, par exemple, donc qui se dit, ah bah, le livre, bah, c'est quand même un bel objet, donc plus il est beau, plus ça me fait plaisir. Donc voilà, ça c'est une chose. Moi, je trouve qu'il y a eu un impact. Et de toute façon, c'était effectivement un pari économique, puisque c'est presque le tiers du prix. Donc, voilà. Quand c'est vraiment, on doit. C'est de l'artisanat, oui, mais c'est de l'artisanat financier aussi, parce que c'est vraiment. J'allais dire au poil de cul, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment le tirage doit être millimétré, et si on se plante dans les ventes, c'est beaucoup plus dur à assumer que si c'était un livre sans Jaspage, par exemple. Et ça fait pas augmenter le prix du livre pour les lecteurs en librairie? Parce que nous, on réduit notre marge. Mhm. Tous nos livres sont à 20,90, donc je trouve que c'est quand même très raisonnable pour un aussi beau livre, voilà, avec du Jaspage, quoi. Sachant que voilà, on n'est plus sur 22-23, et alors quand il y a du Jaspage, en général, on est sur 25, quelque chose comme ça. Donc voilà, on ne voulait pas dépasser la barre symbolique des 21, donc 20,90, voilà, c'est notre prix définitif. Aurélien nous dit, on parle beaucoup de papier, oui, mais moi je ne lis que sur liseuse, j'ai l'impression que les éditeurs délaissent un peu le numérique. C'est quoi ta politique là-dessus? Je sais que vous êtes très très actif, c'est quoi ta politique là-dessus? Mais carrément pas, à nous le numérique c'est notre petit chouchou. Moi c'est mon expertise, j'adore ça, et on est assez bon en numérique avec l'Oiseau Noir, puisque on s'est mis, on est allé voir ce que faisaient les auto-édités, et on s'est mis on s'est mis au pli, quoi. Donc tous nos e-books sont à 5,99. Donc je rappelle que n'importe quel e-book, le dernier Tillier sera à 14 ou à 12,90, quelque chose comme ça, plus cher que le poche. Donc on n'oublie pas les lectrices et les lecteurs de numérique, puisque moi-même j'en suis un, et j'adore ça. Donc non, numérique, en plus on charge bien nos livres, on offre un polar gratuit dans tous nos livres numériques, et je mets les 3 premiers chapitres des suivants, quoi. Il y a pas mal de choses à lire, il est bien, pour 5,99, on en a pour notre argent, quoi. Maya demande, Maya Oti, le livre audio chez l'Oiseau, ça peut donner quelque chose? Est-ce qu'il y a des pistes? Alors, Maya pose une très bonne question, puisque étant musicien avant, quand j'ai monté l'Oiseau Noir, qui s'appelait d'ailleurs Chambre Noire il y a 10 ans, c'était également, c'était le début du livre audio, on va dire l'avènement, enfin le démarrage plutôt, du livre audio. Moi j'adore le livre audio, donc on a produit nos propres livres audio au début, mais évidemment on s'est fait rattraper sur le marché par les très grosses maisons qui font des choses excellentes. Du coup, on préfère vendre les droits à ces belles maisons d'édition de livres audio, et on a quasiment tous nos livres qui sont en audio, hein. On va dire 80% peut-être. Allez, un commentaire qui va te faire plaisir, c'est Jean-Pierre. Il va vraiment te faire plaisir. Et puis il va faire plaisir à plusieurs autres personnes qui sont avec nous ce soir. Moi j'ai l'impression que les gros éditeurs parisiens cherchent tous le clone de Tillier. Chez l'Oiseau Noir, on sent une vraie prise de risque différente. Et puis des découvertes, des pépites comme Nathalie Le Cygne. Surtout ne changez rien, ça fait chaud au cœur, ce genre de commentaire. Il n'y a pas de question, mais ça fait du bien parfois un petit commentaire sympa. Franchement, ça fait vraiment plaisir, parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de risques, et voilà, nous, ce qu'on veut faire, c'est plaisir aux lecteurs et aux lectrices. Franchement, même moi en tant qu'auteur, c'est ce que je veux. On peut dire tout ce qu'on veut, ça marche pas, mais s'il y a des gens qui sont heureux et heureuses de lire nos livres, c'est vraiment ce qui nous fait le plus plaisir, quoi. C'est clair.